Depuis quelques semaines, une rumeur fait état de l'existence d'un riz en plastique provenant de l'Asie, plus précisément de la Chine. Cette imitation de riz serait fabriquée avec des patates douces, des pommes de terre et une résine synthétique, donc du plastique. Lorsque les ingrédients sont mélangés, ils forment des grains qui ressemblent au riz. Les réseaux sociaux en parlent avec des images montrant dans une usine le processus de fabrication de ce riz et même des traces d'une éventuelle présence en Côte d'Ivoire. Face à une telle rumeur, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a procédé à plusieurs tests sur le riz. Les résultats ne démontrent aucune présence de riz en plastique en Côte d'Ivoire. Des prélèvements ont été effectués et l'ensemble de ces actions ont permis, je dirais, de faire un important nombre de prélèvements sur l'ensemble du territoire national. Et à ce jour, je tiens à vous l'annoncer de manière officielle qu'aucune de ces allégations de riz en plastique n'a été découverte sur le territoire national en Côte d'Ivoire et sur le marché du riz en Côte d'Ivoire. Notre département ministériel procède depuis 1 an en collaboration avec le groupement des importateurs de riz de Côte d'Ivoire, le JIDARCI, dans le cadre d'un protocole d'accord, à un contrôle systématique des importations sur tous les types de riz importés en Côte d'Ivoire, et ce, à la suite de l'alerte qu'on avait connue également sur les réseaux sociaux portant sur du riz toxique qui était donc déversé sur les marchés d'Afrique de l'Ouest. Un soulagement pour les consommateurs qui affichent leur satisfaction après ces résultats. Vraiment, nous avons assisté à toutes les étapes en tant que responsables des consommateurs. Et nous avons été convaincus qu'il n'y a pas de riz qui contient de plastique sur le marché en Côte d'Ivoire. C'est un soulagement et je rassure à mon tour l'ensemble des consommateurs, en même temps d'être vigilants, mais de consommer ce riz, ça ne contient pas de plastique. Selon la direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, pour reconnaître un tel riz, il est suggéré, entre autres, d'immerger les grains dans un bol d'eau. Si ces derniers flottent, il s'agit d'un faux riz. On peut également faire cuire quelques grains dans une poêle. S'ils sont en plastique, ils fondront sous l'effet de la chaleur. Construction des logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. Le projet s'étend sur toute l'étendue du territoire. L'opération lancée par le gouvernement devrait permettre aux Ivoiriens économiquement faibles d'avoir un toit. Sur le terrain, le prix unitaire des maisons pose problème. Je suis allé sous la de Bassam, sous la de l'épée, sous la de Dabou, mais les prix sont trop. Ils parlent dans les 13 à 14, 15, 16 millions, alors que normalement ça doit être peut-être 10 à 12 millions, ça peut aller peut-être. L'État décide de réglementer le prix en tenant compte des attentes des candidats au logement et des besoins des promoteurs immobiliers. Le prix maximum de vente des logements à caractère économique à 23 millions de francs CFA, hors taxe, et celui des logements à caractère social à 12 500 000 francs CFA, hors taxe. Les constructeurs ou les promoteurs peuvent bénéficier de facilités fiscales. C'est un début de solution à l'accessibilité du logement social. Je salue très bien la mesure et j'ai pris que le gouvernement suive ça à la lettre. La Chambre nationale des promoteurs immobiliers agréés de Côte d'Ivoire apprécie la décision du plafonnement du prix unitaire du logement social à 12 500 000 francs CFA et à 23 millions pour le logement économique. Au-delà de la prise de ce décret par l'État que nous trouvons vraiment salutaire, il faut maintenant que les clients ou les futurs clients puissent avoir des crédits auprès des banques. Donc l'action des banques doit se traduire par l'octroi des crédits pour ceux qui ont des comptes en banque, évidemment à des taux de sortie qui n'excèdent pas les 5,5% sur une durée d'au moins 15 ans. Évidemment, ceux qui n'ont pas de compte dans les banques, qui sont dans le secteur informel, ceux-là, l'État doit imaginer en fait une sorte de fonds de garantie pour que cela soit soutenu auprès des opérateurs immobiliers ou auprès des éventuels financiers. La deuxième phase maintenant, c'est de permettre à ce que
l'offre et la demande se suivent en permettant la production massive de logements, en permettant aux promoteurs constructeurs d'industrialiser la chaîne de production tout en incitant les investisseurs à venir investir avec les promoteurs locaux pour que nous puissions satisfaire la demande. Des suggestions qui pourraient aider à combler le déficit de logement en Côte d'Ivoire. Il est de 50 000 maisons par an. Même simple boisson, même si on dit que boisson, il goûte. Je sais que tu bois, ça me crée des problèmes. La vie de Sarah a littéralement changé. Aujourd'hui, c'est une femme normale qui ne se sent plus honteuse dans la communauté. Un bonheur pour elle, grâce au projet Fistule, financé par la coopération internationale coréenne COICA. C'est un projet mis en œuvre par le ministère de la Santé et l'UNFPA. Et comme Sarah, Juliette aussi a été guérie. À l'église, tout le temps, nos amis ont fait les terrains de jeu, nous sommes rentrés dedans, on joue ensemble, tout. Même si on pas de l'eau, même quand on s'en va dans le mariage, il y a boisson, tout, on peut boire. Je me sens bien maintenant. Et ton commerce? Tout ça va bien. Au moins 2 millions de femmes en Afrique subsaharienne souffrent de fistules. Et dans le monde, on enregistre 100 000 nouveaux cas chaque année. La fistule obstétricale, une maladie aux causes multiples. La fistule obstétricale, c'est une conséquence d'un accouchement mal géré. Et cette femme va souffrir comme ça pendant plus de 24 heures. L'enfant est mort. Le fait que la tête de l'enfant comprime si longtemps la vessie, la partie comprimée meurt et vous voyez à la fin un trou. Du coup, les urines qui étaient censées être dans la vessie s'écoulent de façon involontaire. La fistule se guérit après une intervention chirurgicale. La célébration ce 23 mai de la journée internationale de lutte contre cette maladie suscite l'espoir chez les femmes porteuses de fistules et le rétablissement de leur dignité. L'accord en 17 points, ou l'accord sino-tibétain, est un traité conclu le 23 mai 1951 à Pékin entre des délégués du 14e Dalai Lama et la République populaire de Chine. Cet accord survient suite à une déclaration faite par Mao Zedong qui annonce que le Tibet est désormais une terre chinoise et doit être ramené de gré ou de force dans le giron de la mère patrie. Une volonté de la Chine qui crée un conflit avec le Tibet. Le pays tente de résister aux nombreuses attaques de l'armée chinoise sur plusieurs frontières. En avril 1951, le gouvernement tibétain envoya à Pékin une délégation dans le but de trouver une solution négociée avec les autorités chinoises. Les membres de la délégation tibétaine avaient reçu des instructions très précises avant de partir pour Pékin. Ils devraient rester fermes sur l'indépendance du Tibet. Les négociations s'ouvrirent le 29 avril et le 23 mai 1951. La délégation tibétaine signa l'accord en 17 points. Dans cet accord, il est dit que, à l'intérieur de cette grande famille de toutes les nationalités de la République populaire de Chine, une autonomie régionale nationale sera exercée dans les territoires où les minorités nationales sont concentrées. Cet accord marquant l'entrée du Tibet au sein de la République populaire de Chine fut immédiatement rejeté par les autorités tibétaines dès qu'elles en prirent connaissance. Celles-ci déclaraient que les membres de la délégation avaient été soumis à des pressions insoutenables pour signer le document et que le sceau du gouvernement tibétain qui y est apposé avait été falsifié. Mais pour la Chine, ce document est depuis lors valable et représente l'accord scellé de plein gré par les représentants du gouvernement tibétain avec les autorités chinoises. En 1952, le premier ministre du Dalai Lama, Lu Kangwa, déclara que le peuple tibétain n'avait pas accepté cet accord et que ces clauses avaient été violées par les Chinois eux-mêmes. 8 ans plus tard, en mars 1959, le soulèvement tibétain éclatait. Le Dalai Lama s'exila alors et le 18 avril, parvenu en Inde, dénonça l'accord en 17 points et le déclarant signé sous une contrainte par le gouvernement chinois. La Commission internationale des juristes déclara alors que par cette répudiation, le Tibet s'était juridiquement libéré des obligations qui étaient les siennes en vertu de l'accord. En 1993, à Londres, une conférence de juristes sur le statut du Tibet, selon le droit international, déclara que l'accord de 1951 était invalide car signé sous la contrainte.